Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes aujourd'hui le 25 septembre. Votre podcast du jour est animé par Jean-Pascal Ledoux. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui dans votre Z-Podcast, on va parler de médiation d'entreprise. Depuis le mois de juillet, il n'y a plus de médiation d'entreprise dans la capitale. Le budget annuel pour cette procédure est épuisé. Pierre-Yves de Harvan, président de la Chambre des entreprises en difficulté, nous en parlera. Le médiateur d'entreprise, ses honoraires sont pris en charge à 80% par la région. Les cartes Maestro vont disparaître et elles seront remplacées par la Debit Mastercard ou la Visa Debit. Une décision consécutive au retard digital de la carte. Yves Lalieu, Product Owner Third Party Card Payment chez ING. Ils vont avoir une acceptance totale sur e-commerce. Donc par exemple, si vous voulez mettre votre carte dans un wallet, avec Maestro, ça ne fonctionne pas. Mais attention aux fraudeurs qui pourraient profiter de ce changement. Plus de détails dans ce podcast. En fin de ce podcast, Peter de Keyser analysera le coup de tonnerre du géant américain Amazon. L'entreprise a décidé de rappeler ses employés au bureau. On vous explique dans un instant. Z sur 7 à la une. Depuis le mois de juillet, il n'y a plus de médiation d'entreprise dans la capitale. Le budget annuel pour cette procédure est épuisé. Et en l'absence de nouveau gouvernement régional, impossible de voter les crédits pour prolonger une mesure utile pour les entreprises en difficulté. La médiation d'entreprise permet à une entreprise de demander au tribunal la désignation d'un praticien de la réorganisation, qui est un professionnel qui va aider l'entreprise à négocier des plans de paiement, des termes et délais avec ses créanciers. C'était Pierre-Yves de Harvan, président de la Chambre des entreprises en difficulté. En 2023, 103 médiations se sont déroulées à Bruxelles. Cette année, le compteur s'est arrêté à 43 en juillet avec la fin du budget consacré par la région. Le médiateur d'entreprise, ses honoraires sont pris en charge à 80% par la région. Et donc, quelque part, c'est un petit investissement pour la région, puisqu'on parle de 80% de 1 800 €. Et ça permet, en échange, d'avoir de l'emploi qui est sauvegardé, des taxes locales qui continuent à être payées. Donc, il y a un retour sur investissement qui est important pour la région. Selon le tribunal de l'entreprise de Bruxelles, il y a urgence à débloquer des fonds pour la médiation. Par rapport à l'an dernier, le nombre de faillites explose dans la capitale. Pierre-Yves de Harvan, président de la Chambre des entreprises en difficulté encore une fois. On arrive vraiment à un moment crucial pour l'économie bruxelloise. Ici, au tribunal d'entreprise, on se rend compte que le nombre de faillites augmente de 25%. Le nombre de sociétés en difficulté suivies par la Chambre des entreprises en difficulté augmente plus ou moins de 30% également. Et concrètement, toutes les semaines, on a une centaine de faillites sur citation ou sur aveu qui sont prononcées au tribunal. Le tribunal de l'entreprise a interpellé le formateur bruxellois. Débloquer de nouveaux budgets pour la médiation d'entreprise dépendra des priorités de la future majorité régionale. Z sur 7 à la une. Si ce n'est déjà fait, c'est pour bientôt. Les cartes Maestro vont disparaître. Elles seront remplacées soit par la Debit Mastercard, soit par la Visa Debit en fonction de votre banquier. L'été dernier, le groupe Mastercard a pris la décision de les retirer du marché, notamment à cause de son retard digital. Un retard bien rattrapé avec cette nouvelle carte. Yves Lalieu, Product Owner Third Party Card Payment chez ING. Ils vont avoir une acceptance totale sur e-commerce. Donc par exemple, si vous voulez mettre votre carte dans un wallet, avec Maestro, ça ne fonctionne pas. Avec Mastercard, ce sera possible. Pour tout le monde, pour les jeunes, pour les vieux, pour les professionnels. Avec Debit Mastercard, vous pouvez utiliser votre carte partout. Deuxième chose, vous pouvez utiliser votre Debit Mastercard partout dans le monde. Avec Maestro, l'acceptance en dehors de l'Europe était beaucoup plus faible. L'utilisation de la nouvelle Mastercard est fortement similaire à celle des cartes de crédit. Mais d'après Henri de Warrade, la carte de crédit est appréciée justement pour les crédits qu'elle octroie, option qu'une carte de débit n'apporte pas. Henri de Warrade, Country Manager chez Mastercard Belux, nous explique ce principe. Quand par exemple on va essayer de louer une voiture de location, souvent il faut faire un dépôt. Ces dépôts peuvent être de 500 €, 700 €, parfois 1 000 €. Si on utilise une carte de débit, cette réserve va être prise directement sur le compte courant, ce qui est vraiment pas pratique pour la plupart des gens. Donc c'est pour ça que nous on conseille de toujours avoir une carte de crédit sur soi, surtout si on veut voyager. Un dernier élément qui est important à savoir, c'est que dans la carte de crédit, souvent les banques combinent non seulement la
capacité de paiement, mais aussi beaucoup d'avantages du style assurance, protection, qui sont utiles, surtout quand on fait des achats en ligne. D'après Mastercard, le remplacement de Maestro prendra fin dans 2 ans. D'ici là, Testachat met en garde. Des fraudeurs peuvent abuser de ce remplacement pour obtenir vos données bancaires. Si vous avez un doute, contactez votre banque. Z sur 7 à la une. En Chine, la reprise post-crise sanitaire a été brève et moins robuste qu'escompté. Depuis 2 ans, le pays fait face à une vaste crise immobilière, un chômage élevé des jeunes, une consommation des ménages en berne et un manque de liquidité. Alors, pour relancer son économie, la Banque centrale chinoise a annoncé une nouvelle série de mesures, dont la réduction des dépôts que les banques doivent conserver dans leurs coffres. Pan Gangsheng, gouverneur de la Banque populaire de Chine, nous en parle. Selon ses dires, le taux de réserve obligatoire sera très prochainement réduit de 1,5% afin de fournir au marché financier des liquidités à long terme pour environ 1000 milliards de yuan, soit environ 127 milliards d'euros. La Chine va également baisser les taux d'intérêt des prêts hypothécaires existants. D'après le gouverneur de la Banque centrale, cette mesure bénéficiera à 150 millions de personnes, elle stimulera la consommation et l'investissement. Pan Gangsheng encore. Selon lui, la mise de fonds minimale pour les prêts hypothécaires pour les premières acquisitions et les résidences secondaires sera unifiée, rendant la mise de fonds au niveau national encore plus basse que les 25% actuels, abaissés à 15%. Sans préciser quand ces décisions prendront cours, le gouverneur a aussi annoncé vouloir réduire le taux d'intérêt des prises en pension à 7 jours. Ce mécanisme permet aux banques de mettre des titres en dépôt pour une courte période auprès de la Banque centrale afin d'obtenir des liquidités. Grâce à ce dispositif, les autorités chinoises visent une croissance de 5% en 2024. Une vision trop optimiste aux yeux de nombreux analystes. Selon le président de la Chambre de commerce belgo-chinoise, nous avons pourtant besoin d'une Chine prospère. Interrogé par nos confrères du soir, Bernard de Witt estime que la déstabilisation du pays affectera l'économie de toute l'Asie, mais également de l'Europe. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Comme pour chaque épisode de notre Z-Podcast, des experts boursiers analysent les marchés et les sujets importants du moment. C'est une décision forte de la Chine, on l'a évoqué juste avant. Elle tombe au bon moment car le moral des marchés n'est pas au beau fixe ces derniers temps. Guillaume Duchesne, stratégiste pour la Banque Transatlantique, nous explique. C'est clair que les derniers chiffres, en tout cas ceux qu'on a vus pendant l'été, démontraient que finalement il n'y avait pas de reprise vraiment de l'économie chinoise. Au contraire, c'était plutôt tous les indicateurs qui étaient dans le rouge, que ce soit la production industrielle, avec ça pèse un petit peu sur l'investissement, une production industrielle qui ralentissait, des consommateurs qui sont clairement déprimés, on le voyait notamment dans les ventes au détail, et ça c'est vraiment un souci pour l'économie chinoise, et puis un marché de l'immobilier qui de manière générale était totalement déprimé. Donc un environnement difficile et qui se traduit par un taux de chômage qui a tendance à progresser. On était passé à 5,3, donc c'est un taux de chômage qui est quand même relativement conséquent pour la Chine. Des Chinois qui étaient anxieux, à un moment où finalement la Chine a décidé de rallonger la période de travail, donc l'âge de retraite a été repoussé, donc qui alimente évidemment la question de l'offre, donc pas vraiment de réponse de ce côté-là. Donc c'est vraiment un souci au niveau de l'économie chinoise, avec un gouvernement, des autorités, et le président Xi qui n'était pas tellement focalisé sur la question de l'économie, il est plus dans l'évolution politique et l'aspect vraiment de la croissance économique, qui normalement doit atteindre l'objectif de 5%. C'est quand même 5%, ça peut sembler élevé, mais c'était l'objectif du Politburo. Il n'est pas atteint, ou en tout cas il est difficile à atteindre. Il était donc important de faire quelque chose. L'objectif est très clair, atteindre les 5%, et donc il y a diverses mesures comme on l'a vu. La baisse des taux, l'accès à l'immobilier, ces mesures vont dans tous les sens. Guillaume Duchesne.
Oui, donc c'est très centré, donc c'est politique monétaire, donc c'est centré sur la baisse des taux. Donc on voit tous les taux qui ont tendance à baisser, les taux de référence, vous l'avez dit dans le reportage, qui sont un petit peu plus bas. Bon, c'est des choses qui étaient déjà faites par le passé. Il y avait déjà eu des baisses de taux par le passé, mais là on accentue en donnant un peu plus accès à l'immobilier. Donc l'immobilier est vraiment soutenu, donc c'est quand même un élément qui est important. Et puis également essayer de stimuler aussi le marché des actions, donc donner la possibilité d'injecter des liquidités pour qu'il y ait des rachats d'actions, recapitaliser certaines banques, en tout cas ça a été évoqué. Donc c'est vraiment beaucoup plus large que ce qu'on a eu auparavant, mais en fait c'est ce que le marché espérait à un moment ou à un autre, parce que ça venait pas. Les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Dans cette dernière rubrique de votre podcast, Peter de Keyser va traiter du sujet d'actualité selon 3 questions. Aujourd'hui, nous allons parler du fait qu'Amazon rappelle ses employés au bureau. Tout d'abord, que s'est-il passé ? Dans une communication personnelle, Amazon a annoncé qu'elle s'attendait à ce que les collègues reviennent au bureau 5 jours par semaine à partir de début 2025. Amazon devient ainsi l'exemple le plus strict d'une entreprise qui, une fois de plus, durcit sévèrement sa politique en ce qui concerne le travail à la maison. Pour la plupart des employés d'Amazon, le travail à domicile n'était pas possible du tout. Il s'agit de personnes qui travaillent dans les entrepôts, de chauffeurs ou de livreurs. Ils ne peuvent pas travailler à domicile. Les employés qui doivent désormais se rendre au bureau sont 300 000 employés dans le monde. Ensuite, dans quelle tendance cela s'inscrit-il ? Pendant le Covid, le travail à domicile s'est imposé et même après la pandémie, le travail à domicile est resté en place. Il y a des régimes différents pour des entreprises différentes, mais c'était clair qu'après l'inflation galopante ces dernières années, économiser sur les espaces de bureau coûteux était avantageux pour les entreprises. Quand même, les arguments qui sont utilisés par Amazon sont particulièrement reconnaissables. L'entreprise elle-même a déclaré que les avantages d'être ensemble au bureau sont particulièrement importants. Il est plus facile de faire du brainstorming, d'être créatif, de développer des relations, et cela fonctionne tout simplement mieux lorsqu'on est physiquement proche l'un des autres. L'année dernière, c'était Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, qui a lancé un appel en ce sens. Il avait demandé à ses directeurs généraux d'être au bureau 5 jours par semaine. La présence physique était importante pour conseiller les clients, les collègues, pour maintenir la culture de l'entreprise. C'est pour ça qu'ils doivent être visibles et disponibles pour une consultation immédiate, et ce n'est pas possible depuis son travail à domicile. Et pour finir, quelles en seront les conséquences ? Il est clair que le pendule du travail à domicile revient vers le bureau. C'est le signe que le groupe redevient un peu plus important que l'individu. L'intérêt de l'entreprise qui devient plus important de ce qui est le plus confortable pour l'individu. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne jurent pas le travail à domicile, tout comme il y a des entreprises qui croient au retour au bureau. Mais il y a quelques arguments qui sont importants et qui favorisent en fait le travail au bureau. Donc, premièrement, avec la présence au bureau, va aussi l'empathie, la créativité, le langage corporel, la gestion de l'imprévu. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire que dans un environnement face à face. Deuxièmement, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Ceux qui ne travaillent que à domicile et ne peuvent donc être vus que derrière un écran se mettent en concurrence directe avec l'intelligence artificielle. Dans les 2 cas, vous interagissez avec un écran. Et troisièmement, aller travailler ou construire une carrière ne se résume pas à exécuter des procédures ou à cocher des tâches à accomplir. Une carrière, c'est apprendre, c'est découvrir des détails personnels, nouer des relations, coacher ou se faire coacher. Il est certain que les jeunes en début de carrière vont évoluer beaucoup plus vite, sont promus beaucoup plus rapidement et apprennent beaucoup plus lorsqu'ils sont physiquement parmi d'autres collègues. Conclusion, le bureau est loin d'être mort. Merci de votre fidélité et d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode avec notamment notre rubrique à la une de Trends Tendance. Un journaliste de Trends Tendance mène l'enquête et dévoile les coulisses. En attendant, restez à l'écoute pour un rappel légal en matière de cybersécurité et sur la loi NIS 2 avec le Centre pour la cybersécurité belge. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z.
Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Valérie du CCB. Selon la loi NIS 2, les entités essentielles et importantes doivent prendre les mesures de cybersécurité appropriées. Elles doivent donc se protéger contre les cybermenaces. Le Centre pour la cybersécurité Belgique a développé un référentiel, le Cyber Fundamentals, ou en abrégé CyFun, qui comprend 4 niveaux d'assurance différents: small, basique, important et essentiel. Pour ce faire, les principales normes internationales en matière de cybersécurité ont été rassemblées et simplifiées sur la base de l'expérience acquise à la suite de milliers d'incidents traités. Normalement, une entité essentielle devra respecter le niveau CyFun Essential, mais l'analyse de risque fournie peut éventuellement indiquer un niveau inférieur approprié. Les outils relatifs au CyFun sont disponibles à l'adresse suivante: atwork.cfonweb.be/NIS2. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.